de 11e anniversaire du naufrage du bateau le Joola. Un drame, on s'en souvient, qui avait fait 1863 morts selon les chiffres que l'État avait donnés à l'époque par Idrissa Seck, qui, on s'en souvient, à l'Assemblée nationale, lors de sa déclaration de politique générale, avait dit que 1863 personnes avaient perdu la vie. Mais les ONG disent qu'il y avait plus que ça. Des ONG qui parlent de plus de 2000 morts. Mais l'association également, ou le collectif de coordination des familles des victimes du Joola, qui annonce, ou bien qui a recensé quelque chose comme 1953 cas. On va vérifier ça tout de suite avec notre invité, M. Diallo. Bonjour. Bonjour. Vous confirmez ce chiffre? Oui, le nôtre, parce qu'en réalité, dans cette affaire, il n'y a jamais eu une liste officielle. Le gouvernement n'a jamais publié la liste des disparus. C'était un chiffre donné par Idrissa Seck comme ça, pendant le recensement. Où est-ce ils sont à combien? On ne sait pas. En tout cas, nous, au niveau du collectif, on avait recensé 1953 victimes. À un certain moment, il était question même qu'on confronte nos chiffres à ceux du gouvernement. Et vous avez demandé ça à Idrissa Seck? Où est-ce qu'il tirait ces chiffres, vraiment? Toutes ces informations? Oui, à l'époque, c'est le secrétaire général actuel de la présidence de la République qui s'occupait de ce recensement au ministère de l'Intérieur. Il était question même qu'on se rencontre au building pour confronter nos fichiers. Alors moi, j'étais venu avec un fichier papier et un fichier électronique. Et ce que le ministère de l'Intérieur n'a pas fait, n'a pas amené de fichiers, mais voulait jeter un coup d'œil sur ce que nous avions. Donc, puisque à l'époque, le ministère avait même confisqué nos documents comptables, il n'était pas question pour moi de donner nos informations, parce que nous n'avions ni police ni gendarmerie pour faire des recensements. Eux qui l'avaient ne pouvaient pas aller plus vite que nous. Donc, pour moi, c'était un manque de volonté politique et enfin une volonté réelle aussi de cacher la vérité aux Sénégalais en ce qui concerne le naufrage du Joola. Et là, c'est là que vous avez dit que vraiment il y avait anguille sous roche. Vraiment, oui, il n'y avait pas de sérieux dans cette affaire. Il n'y avait pas de sérieux, et puisque moi, tout ce qui n'est pas sérieux, je ne rentre pas là-dedans. C'était un jeu que le gouvernement entretenait, que ce soit le gouvernement Idrissa Seck, le président de la République, parce que c'est dans ce gouvernement qu'on a tout vu, les associations naître de la volonté même du gouvernement, et l'émanation même des familles de victimes était, comme association, était mise à part. Donc tout ça, c'était une volonté de cacher la vérité, une volonté de divertir les Sénégalais, de présenter des familles qui se battaient pour rien en fait, parce que c'était juste pour la vérité. Donc on a joué ce cinéma, c'est l'image que les Sénégalais ont retenue de nous en tant que victimes, qu'on était là à se battre, alors qu'on ne pouvait pas aussi céder à ce cinéma que l'État central même, qui était le président de la République, qui représentait le Sénégal, les Sénégalais s'étaient vraiment livrés à un jeu qui n'honorait pas le Sénégal. En fait. Ce que beaucoup n'avaient pas compris également. Oui. Et battre le record des catastrophes maritimes civiles connues, et jouer à un cinéma comme ça au lieu de prendre les choses sérieusement, de se mettre autour d'une table, mais vouloir choisir ses propres interlocuteurs, vouloir créer sa propre association, alors que les familles l'ont fait dès le lendemain du naufrage. Je disais que ça n'a pas honoré le Sénégal, mais Wade aussi n'a pas été honoré, et je crois qu'aujourd'hui ça va faire mal s'il m'entend parler ici, parce que si toujours là en parler, aujourd'hui il est à Versailles, il ne peut pas en parler. Donc c'est pour dire à ceux-là qui sont là aussi, il faut l'histoire. Vous pensez que Wade aurait dû démissionner avec tout le gouvernement d'alors? Si on respectait les Sénégalais, et s'il avait sérieusement regretté ce qui s'était passé, il aurait dû démissionner. Je crois que c'était le minimum. On ne peut pas regarder, parce que si on remonte l'affaire, l'accident c'est un moment de la catastrophe. Mais en amont, il y a eu des lettres. Absolument. Les gens ont tiré sur la sonnette d'alarme. Rien n'a été fait. Abdoulaye Wade s'occupait de son avion, si on se souvient bien. On parlait de 18 milliards. Le bateau avait besoin de combien? De 500 millions. 500 millions. Alors on a mis 250 millions. S'il y a un naufrage, le gouvernement, de façon très sincère, le président de la République lui-même devait démissionner. Mais c'est comme si on avait assisté aussi à un complot de la classe politique. Donc les démissions de Youba Sambou, Youssouf Sakho, tout ça, cela ne suffisait pas à l'époque? Ça c'était du cinéma. Youba Sambou a fait quoi dans ça? Youssouf Sakho lui-même qui avait écrit cette lettre en 2001 pour attirer l'attention du Premier ministre que ce bateau ne pouvait plus assurer le transport des personnes. Mais est-ce que ce monsieur devait démissionner? Il avait attiré l'attention. C'était Abdoulaye Wade qui devait démissionner. Ce n'était pas le Premier ministre, c'était Abdoulaye Wade qui a préféré son avion au bateau, qui a préféré jeter 2000 personnes à l'eau. Et il a refusé d'organiser les secours. C'est là où c'est dangereux. Quand l'accident est arrivé, on aurait pu secourir. Il y avait des cas, les gens m'entendent, des gens, une demoiselle qui faisait maîtrise, je crois, en espagnol, qui a envoyé des SMS jusqu'à 48 heures après. Aucun secours. Mais vous pensez que c'était possible quand même où le bateau se situait pour envoyer des SMS? Est-ce qu'on a le réseau là-bas? Je n'y croyais pas, mais quand j'ai rencontré les parents de cette fille, je les ai rencontrés en 2009 seulement. Quand ils m'ont dit ça, c'est là où j'ai commencé à croire.
Mais au début, je disais que non, c'est pas possible. Mais quand le papa de la fille m'a dit ça, que j'ai reçu des SMS, mais j'ai dit c'était grave, c'était un crime organisé. Donc, il y avait la complicité aussi des Sénégalais, nous tous. Parce que cette affaire, on l'a reléguée au second plan. Des catastrophes sont là devant nous. On s'émeut de voir des murs, des balcons tomber tous les jours, des catastrophes, voir des talibés mourir dans des incendies et tout. Mais c'est parce que depuis 2002, on s'est amusé avec cette catastrophe que Dieu nous a amené en termes de signal aux Sénégalais. Dieu nous disait soyez sérieux avec vous-même. Et on s'est amusé avec ça, à commencer par le premier d'entre nous qui était le président de la République, accompagné par la classe politique en général. Donc quand je dis en général, il y a eu quelques exceptions près qui sont battues peut-être contre ça, mais tout le monde disait ouais, la stabilité du pays, la stabilité. Mais pourtant, c'est ce qui est en train de déstabiliser. Parce qu'en vous entendant parler, on a l'impression qu'il y a un sentiment de révolte qui est à l'intérieur. Même si c'est vrai qu'on vous comprend aussi, vous avez perdu 3 de vos enfants, 3 enfants là-dedans, dans ce naufrage. Ce naufrage m'a permis, parce que je croyais que je connaissais bien le Sénégalais ou l'homme politique sénégalais. Ce message m'a compris avec quel mépris le Sénégalais l'homme politique pouvait s'amuser avec le destin de ses compatriotes. Ça a été le cas avec Abdoulaye Wade. Moi, en 2002 déjà, je comprenais que c'est un homme qui ne prenait pas le Sénégal au sérieux. Bon, c'est vrai qu'il a été accompagné dans ça par la classe politique. Je ne parle même pas de son camp. Parce que individuellement, moi je connais beaucoup de ministres de Wade qui me disaient, vous avez raison, mais... Tout le monde dit, vous avez raison, mais... Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que peut-être, je ne peux pas parler en ce moment, j'ai des fonctions. Donc tout le monde met ses fonctions avant l'intérêt des populations, parce que nous on a souffert et on continue à souffrir. Parce que si on n'a même pas la liste officielle de ceux-là qui sont restés dans le bateau, le minimum qui a été promis, le devoir de mémoire, le bateau, il est là où il est jusqu'à présent. C'est 11 ans après. À 600 km, je ne sais pas quoi, des côtes, c'est quoi? C'est même pas, je parle de 600, c'est pas 600, c'est combien encore? J'oublie, c'est 200 et quelques, je crois, kilomètres. Mais ça, c'est quoi? C'est pas beaucoup, ça. Donc, je crois qu'il faut que les gens se ressaisissent, comprennent que le drame du Joola était un avertissement. Voilà pourquoi vous avez dit, bon, vous allez rentrer en politique, faire de la politique et combattre Wade. Oui, en fait, le Joola m'a plongé en politique. Moi, quand je parlais, il y avait des gens même qui m'insultaient. Pourquoi je continue à parler de l'affaire du Joola? Et moi, je ne suis pas le genre à reculer devant des choses auxquelles je suis vraiment rattaché ou des choses pour lesquelles je suis convaincu. Donc j'ai dit il faut entrer en politique parce que Wade, c'est la politique seulement qui peut le combattre. Et aller à fond, bon, je ne suis pas un bon politicien, je suis un piètre politicien, mais ma conviction en bandoulière, je n'ai pas d'allié. Moi, même dans mon parti, je n'ai pas d'allié. Moi, je suis un homme libre qui dit ce qu'il pense, au moment où il doit le dire. Donc ça dérange. Mais je suis obligé de faire comme ça parce que j'ai souffert de cette langue de bois ou de ce bémol que les politiciens se mettent. À un certain moment, on devait dire la vérité à Wade. Arrête Wade, il y a des gens qui souffrent. 1900 orphelins recensés en son temps, 1953 victimes, des milliers de familles qui étaient en train de souffrir. Ce n'était pas le problème. Aujourd'hui, on veut s'étonner qu'un balcon tombe sur 2 personnes. Il y a des fractures, les gens croient que ça va faire bouger nos hommes politiques. Non. Il faut que les Sénégalais comprennent que ce n'est pas ça. Si le Joola n'a pas fait trembler les gens, ce n'est pas ça qui va les faire trembler. Si le Joola n'a pas permis aux gens de comprendre que les risques, on les prévoit, ils sont connus, identifiés, on doit anticiper avant la survenue des catastrophes, mais on sera toujours dans des catastrophes. Moi, ça ne m'étonne pas qu'on me parle de catastrophes tous les jours, parce que je connais le comportement des Sénégalais par rapport à ça, et Dieu a fait que juste après ce naufrage, j'ai été recruté dans un projet PNUD au niveau du ministère de l'Intérieur, qui s'appelait Projet de prévention des risques et gestion des catastrophes liées au changement climatique et autres là, où j'ai essayé de voir rétrospectivement ce qui s'est fait à la Sonacos dans beaucoup de choses. Je vois que le Sénégalais lui-même, il croit que c'est la fatalité, quoi. Quand c'est bien, c'est lui qui l'a fait. Quand ça fait mal, c'est Dieu qui l'a fait. Ils pensent un peu au décret divin. Mais est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité dans quand même cette affaire du Joola? Quand je dis part de responsabilité, on voit qu'en fait les associations, plus ou moins, allaient un peu en rang dispersé. Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction. Bon, juste au lendemain du Joola, on a connu un collectif, mais après, on a entendu la naissance d'une association. On avait l'impression que ça allait dans tous les sens. Oui, c'est le Sénégalais qui n'a pas joué le jeu. Le collectif est né le lendemain du naufrage quand les familles sont rencontrées à la gare ici, à la gare maritime, pour demander, enfin à la marine là-bas, pour demander vraiment des informations nettes, parce que c'était des mensonges seulement qui étaient livrés de la part de l'autorité. Moi, je n'étais pas là encore, j'étais en route, je venais. Ils ont organisé une marche. On se souvient bien, quand ils sont partis s'accrocher aux grilles du palais. Au retour de cette marche, ils ont rendu compte aux familles. C'est là où on a décidé de créer une association. Et cette association a été créée, je crois, c'était le 27 septembre. Le 2 octobre déjà, le ministre de l'Intérieur a signé le récépissé de cette association que je détiens. En mars,
crois que c'était le 3 ou le 23 mars 2003, presque 6 mois après le naufrage, l'État, par le ministre de l'Intérieur, le général Niang de l'époque, signe un arrêté disant que le collectif est dissous d'autorité par lui-même et va faire place à une association nationale. Ce que vous n'avez pas compris. Non, moi j'ai réagi, j'ai dit que Abdoulaye Wade, au lieu de créer une association, ferait mieux de se rendre devant la justice et de répondre devant la justice de ce crime-là, parce que c'était des crimes organisés. Donc moi, Wade, je l'ai récusé déjà en tant que président, mais à partir de ce moment, je le récuse en tant qu'un homme qui pouvait, moi, m'organiser, parce qu'il n'a pas pu sauver ma famille, il ne pouvait pas, moi, m'organiser. Il devait les sauver, il devait le mettre dans de bonnes conditions, il devait organiser des secours, il n'a pas pu le faire. Comment moi, Wade peut venir m'organiser? Je lui ai refusé ce droit et je suis rentré en rébellion en quelque sorte, en disant cette collectif, il restera. Parce que Wade n'est pas membre de l'association, ni le ministre de l'Intérieur. Mais c'était quoi le fond du problème alors dans ce cas? Qu'est-ce que l'État cherchait un peu? L'État disait qu'on était dur contre lui. L'État a collectionné des gens qui lui étaient favorables, qui vont porter son discours. Donc l'État lui-même devait parler aux populations à travers des canaux que lui-même a créés en l'appelant association. Ce que moi j'ai refusé. Moi j'ai perdu des gens, comme les autres qui sont avec moi ont perdu, comme les Sénégalais ont souffert dans ça. Absolument. Est-ce que Wade doit se... J'ai dit que nous avons le code des obligations civiles et commerciales qui régissent nos associations. Le général Niang n'était pas membre de notre association. Il n'y avait que le juge ou l'Assemblée générale qui pouvait dissoudre nos associations. Heureusement que les ONG nous ont suivis, nous ont accompagnés. Et c'est le lieu de rendre hommage à ces avocats, surtout Mme Adama Gueye, qui s'est beaucoup battu pour faire entendre notre cause à son temps. Donc je crois que ces gens sont battus. Maître Assane Diomba Ndiaye, c'est des gens qui étaient là, les Aluntines, qui disaient non, 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 pour au moins on nous a laissé en paix pour qu'on continue à exister. Nous-mêmes, on se sentait dans l'association, on n'avait pas besoin que Wade nous reconnaisse. Vous regrettez vraiment ce tiraillement, hein? Je l'ai regretté. C'était pas ça, c'était pas ça qu'on avait offert aux Sénégalais. Je l'ai beaucoup regretté, mais c'est la faute de Wade. Vous savez, sa façon de faire, ces méthodes Wade là, c'est des méthodes vraiment pires que machiavéliques. Bon, on connaît. D'accord. Alors justement, pour continuer un peu concernant un peu ce naufrage quand même du drame du Joola, mais on voudrait juste savoir un peu quel a été autant pour moi votre entendement, la décision d'indemniser un peu les familles des victimes. Moi, j'avoue que personnellement, je ne me suis jamais occupé de ce volet. Mais j'avoue aussi que j'étais un membre d'une association qui se soumettait à la volonté des membres de l'association. L'indemnisation a été une proposition, une offre de Abdoulaye Wade, son discours du 2 octobre, je crois. Son message à la nation, c'est lui qui a promis d'indemniser, de faire des orphelins des pupilles de la nation, de faire toute la lumière, de renflouer le bateau. Et c'est ce qu'on a demandé depuis. Est-ce que ça a été fait? Ça n'a pas été fait. Et il a fait l'indemnisation avec l'association qu'il a créée, pas avec nous. C'est là que ça a été discuté. Il discutait avec lui-même. C'était un monologue que Wade organisait. C'était un cinéma monté, un casting régi. Il a trompé tous les Sénégalais dans son casting. C'est lui-même qui crée des gens avec qui il va discuter. Les autres qui revendiquent, même si on n'est pas d'accord avec lui, on devait être associé à toutes les discussions. Et jusqu'à après, c'est maintenant qu'on a commencé avec ce nouveau régime. Moi, depuis décembre 2002, c'est en 2012 que j'ai pu rencontrer des autorités dans le cadre de ce Joola, c'est-à-dire le Premier ministre et d'autres ministres en fait. Mais vous n'avez aucune idée de cette indemnisation, non? Si, je sais comment ça s'est passé. C'est 10 millions par victime. Des gens ont pris, d'autres n'en ont pas pris, pour des raisons diverses, parce qu'il y en a qui croient que ce n'est pas à Wade de déterminer le montant, c'est à la justice de le faire. Il y en a qui croient qu'il ne peut pas prendre d'indemnisation tant que la justice ne s'est pas prononcée sur l'affaire. Il y a d'autres qui croient qu'il ne peut pas prendre d'indemnisation, c'est comme si on était en train de payer la vie de leurs chers disparus. Il y en a qui croient que c'est contraire à leur valeur, à leur coutume et autres là. Donc pour différentes raisons, disons que 75% des victimes ont été indemnisées, les 25% ne le sont pas. Donc quand ils sont en train de dire sur le plan juridique que on ne peut même pas ouvrir parce que les gens ont été indemnisés, non, même si c'est une seule personne qui n'a pas été indemnisée, il a droit à la justice. Êtes-vous d'accord avec donc vraiment ce chiffre-là? Parce que bon, il paraît qu'il reste encore plus de 500 familles qui attendent leur indemnisation, tel que soutenu par le porte-parole de l'association il y a quelques jours. Oui, c'est ça. Ce que je dis, c'était 75%. Donc ça fait après 500. Si c'est les trois quarts, enfin les trois tiers. Si c'est 2000, il reste à peu près 500 personnes qui n'ont pas encore été, 500 victimes qui n'ont pas été indemnisées. Donc, comme je l'ai dit, c'est pour diverses raisons. En son temps, à un moment où ils désindemnisaient, tous ceux qui voulaient étaient indemnisés. Mais comme je dis, c'est pas tout le monde qui voulait l'indemnisation. Absolument. Il y en a qui n'en voulaient pas, donc il faut les respecter, leur vision, leur option, plutôt que de dire non, on indemnise, on a indemnisé tout le monde et la justice ne peut plus intervenir parce que ceux qui ont été indemnisés s'étaient engagés à ne pas poursuivre.
Mais si une seule victime, une famille de victimes n'a pas pris d'indemnisation, elle a droit à la justice. Donc je crois que là, c'est un faux fuyant aussi que Wade et ses avocats avaient organisé et tout ça. Bon, mais vous savez, l'histoire est têtue. Les choses seront là. Nous-mêmes, quand on aura fini de vivre encore sur Terre, d'autres prendront d'autres dossiers pour en parler. Et je disais qu'il a raté le coach, il a raté la grande porte de sortie. On va revenir un peu sur Wade, mais pour continuer un peu sur la même lancée, quel commentaire vous inspire un peu le fait, peut-être avec le pouvoir actuel, d'indemniser un peu les victimes des violences préélectorales, alors que donc les victimes, les familles des victimes du Joola sont toujours là également. Est-ce que cela vous inspire? C'est-à-dire que je crois que, bon, si c'est ce que les familles demandent, parce que dans cette affaire aussi, je crois qu'il faut toujours écouter du côté des victimes. Ceux-là qui souffrent le plus, parce qu'en général, quand il y a des catastrophes comme ça, c'est tout le peuple qui en souffre. Même les violences post-électorales, c'est tous les Sénégalais qui en ont souffert. Mais ceux-là qui sont en train de le supporter sont les familles. Je crois que leur position, leur avis est très important. Si les familles acceptent les indemnisations, il faut les indemniser, comme le disait le président de la République. Il prend le Joola comme référence en quelque sorte, donc comme jurisprudence dans cette affaire. Bon, je crois qu'il faut le faire si les gens l'acceptent. Si les gens n'en veulent pas et ils veulent aller en justice aussi, il faut respecter cette volonté. Moi, c'est mon avis, parce que quelqu'un qui souffre, on ne peut pas parler à sa place. C'est lui qui sait ce qu'il sent. Absolument. Et c'est lui qui sait ce qu'il attend. Je crois que c'est important de l'écouter. Alors, où en êtes-vous aussi avec les projets des pupilles de la nation? Le projet des pupilles ça a été un drame. Ça a été un drame aussi parce que c'était en 2002. Une loi a été votée en 2006 disant qu'on fait de ces orphelins des pupilles de la nation et que cette loi devait prendre effet à compter de 2002. On a vu que la première prise en charge est intervenue en 2012. Ironie du sort, c'était entre les deux tours. C'est comme si on avait dit à quelqu'un c'était de l'aumône qu'il fallait donner à des orphelins pour pouvoir se sauver. Parce qu'on a commencé à indemniser en disant on fait un rappel sur janvier, c'était fin février, juste après le premier tour. Donc ils ont reçu 20 000 francs par orphelin, mais jusqu'à concurrence de ceux-là qui ont 18 ans maximum. Alors qu'il y a 10 ans derrière, ceux-là qui avaient 8 ans. Au moment du drame, ça veut dire qu'ils n'ont pas été pris en charge. Absolument. Parce que 10 ans après, ils avaient 18 ans. Et ceux-là, ils sont à l'université, c'est des étudiants, ils sont battus comment, ils sont débrouillés comment pour arriver à ce niveau. Mais l'État, le gouvernement, l'État Abdoulaye Wade a refusé de reprendre ces enfants. Donc ça fait il y avait une volonté manifeste vraiment de ne pas appliquer cette décision? Non, Wade, tu sais, dans sa façon de faire, lui, c'était faire disparaître tout ce qui est lié au Joola. Parce que même le mémorial, je crois qu'on en reviendra, Absolument. Il disait qu'il ne veut pas voir de figure de bateau là-dedans. Donc tout ce qui est lié au Joola, il faut les faire disparaître, anéantir toute cette race liée au Joola. Et c'est ça qu'il ne pouvait pas faire, parce que je crois que... Parce que le mémorial a soulevé beaucoup de polémiques également, parce que certains n'étaient pas d'accord, d'autres disent non, il faut le mettre ici à Dakar, d'autres disent que non, pourquoi pas donc vraiment le construire à Ziguinchor, la région qui a plus ou moins, entre autres, connu le plus lourd tribut. Non, je crois que c'est pas ça le problème. Il fallait dire aussi à Wade pourquoi organiser les funérailles nationales sur la corniche. C'est là où tous les Sénégalais ont rendu un hommage, en fait, de façon officielle aux familles, aux victimes. Et c'est là où on avait décidé de créer la place du souvenir. Oui. Et un décret est sorti en juin 2003 pour créer cette place. Dans l'exposé des motifs, on parlait du Joola. Et quand cette place a été construite, on nous a expulsé de cette place. On dit qu'on n'a pas de place là-dedans. Nous, on a porté le combat. On s'est battu, des associations sont battues, jusqu'à ce que l'État comprenne qu'il fallait le faire. Ils ont donné une place à côté. Mais la procédure qui a été adoptée, en donnant le marché de près de 1 milliard à quelqu'un sans appel d'offres, nous on a dit non. C'est un peu la non-transparence qui a fait que le Joola a sombré. Donc pour le devoir de mémoire sur le Joola, il faudrait qu'on évite tout ce qui a été à l'origine du drame du Joola. Donc il faut que les choses soient transparentes, il faut qu'il y ait une concertation, il faut qu'on s'écoute. Il ne faut pas avoir de Casamance ou de Sénégalais au-dessous des autres. Il y a un architecte qui lui était l'architecte du président de la République, qui croit que lui il est au-dessus de tout, il pouvait faire tout à la place des gens. On n'était pas d'accord, moi on a été invité, moi j'ai refusé d'y aller parce que moi je ne suis pas là pour faire cautionner des choses. Vous n'étiez pas L'invitation de Wade, j'y étais pas. Vous faites allusion à Goudiaby Atepa? Oui, pour ne pas le nommer. Donc c'est lui qui avait le projet, il s'est battu pour ça. Avec Wade, qu'est-ce qu'ils font comme deal entre eux? Je ne sais pas. Enfin, je ne veux pas savoir. Mais je sais qu'ils avaient commencé, ça a été clôturé par des zincs. Heureusement que la main de Dieu est venue pour sortir Wade du palais. Le ministre de la Culture qui était là, Youssou Ndour, s'était approché de nous pour nous demander notre avis sur cette affaire. Les familles des victimes ont dit ce qu'ils pensaient. On est pour le mémorial. On est pour la place. On n'est pas pour la procédure qui a été adoptée.
Il fallait la concertation des architectes, des hommes de culture, de beaucoup de gens, des familles de victimes et tout, pour qu'on dise voilà ce qu'on veut. Parce que le mémorial, c'est pas pour nous seulement, c'est pas pour une personne. C'est la nation sénégalaise qui va se retrouver là-bas. Donc la place ne vous gêne pas. Là où le mémorial devait être construit, ça ne vous gêne pas. Ça ne nous gêne vous pas. êtes tous d'accord. Le mémorial lui-même ne nous gêne pas. Mais c'est la procédure qui va aboutir à la réalisation de ce mémorial qui a été utilisé par Wade et son équipe qui nous dérange. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul architecte dans ce pays. Il y en a beaucoup. Nous-mêmes, notre coordinateur aujourd'hui est un ingénieur civil, génie civil, qui est dans la conception du bâtiment. Mais pourquoi on ne n'associe pas tout ce monde, ces hommes de culture, ces universitaires, ces architectes, ces philosophes, ces sociologues, qui vont essayer de voir quel type de mémorial il faut pour ça. Et on a dit, puisqu'il n'y a pas eu de concertation, il n'y a pas eu d'appel d'offres, c'est une entente directement entre deux personnes qui, je ne sais pas sur quoi ils sont entendus pour sortir ce projet. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord et je ne soutiendrai pas ce projet. Et voilà ce que moi j'ai dit aux autres familles de victimes qui ont dit à peu près la même chose et ce qu'on a donné au ministère de la Culture. En tant qu'association de familles de victimes, on ne se reconnaît pas là-dedans et on croit que la procédure a été fausse. Donc il faudrait de bonnes choses pour honorer ceux-là qui sont disparus dans le bateau, mais pas encore reprendre les mêmes choses avec des chemins rocailleux, très tortueux encore, qui va aboutir à des choses. Après demain, on dira dans cette affaire, telle personne ou telle a fait ça, a empoché ça. Je crois que ça n'honore pas ceux-là qui sont disparus dans le bateau le Joola. Tout doit être clair après ce drame. Êtes-vous toujours pour le renflouement du bateau? Toujours. Vous l'avez exposé à ce gouvernement? À ce gouvernement, au Premier ministre, on le lui a posé, l'ancien, M. Abdoul Mbaye. Qu'avait-il répondu à l'époque? Il disait qu'il n'avait pas, le gouvernement ne s'oppose pas, mais qu'ils avaient reçu quelques informations comme quoi qu'il y avait des familles de victimes ou bien d'autres personnes qui n'étaient pas d'accord. Ah bon, vous avez cherché à savoir quelles étaient ces familles? Vous lui avez posé la question? Non, il y avait des familles effectivement de façon individuelle, mais pas en tant qu'association, parce que Wade d'abord dans un premier temps avait posé comme condition l'accord de toutes les associations. Et pour la première fois, on a eu l'unanimité autour de quelque chose. On a fait un fax, que ce soit les Français, l'association nationale, le collectif, la famille. Les Français réclament à ce que vraiment. Voilà, on avait demandé le renflouement. Pire même encore qu'il y ait procès dans cette affaire. C'est vrai que vous n'êtes pas d'accord. Hein? Ah oui, là on n'est pas d'accord. On a été, même l'Union européenne, nous on a été rencontré Louis Michel, c'était en 2006. Toutes les associations de familles de victimes ici, les Français, l'Union européenne était prête à nous aider, Louis Michel était venu se rencontrer Wade. Qu'est-ce qu'ils se sont dit depuis? L'Union européenne a laissé tomber le projet. Mais les moyens, on les avait trouvés, c'était d'abord avec les Américains, c'était après avec l'Union européenne. C'était pas l'argent du Sénégal. Il ne faut pas nous refuser ce petit plaisir en fait de voir ceux-là ceux qui transportaient nos trucs, au moins a été sauvé. Mais il l'a refusé. Le gouvernement qui est là disait il fallait un large consensus. Ce qu'on lui concède, c'est normal. Et lui, il nous aurait répondu, il faut un consensus, on serait d'accord. Mais lui, il avait pris ses psychologues, soi-disant psychologues aussi, parce que moi, j'avais rencontré les vrais afans qui m'ont dit que tant que ce bateau ne sera pas renfloué, on ne pourra pas cicatriser le drame. Absolument. Donc, mais j'avais connu après des langues, les gens ont sorti certains secrets. Comment ça s'est passé jusqu'à ce qu'il y ait cette conférence pour dire que c'est pas bon et tout ça. Bon, ça c'est dans le passé, je ne reviendrai pas pour remuer un peu la plaie. Mais vous êtes vraiment pour le renflouement du bateau, même si vous ne voulez pas remuer le couteau dans la plaie. Hein? Non, parce que nous on en souffre. C'est vrai, j'ai dit aux gens, nous ne sommes pas des super-hommes. Le jour que ce bateau viendra, on va en souffrir encore. Mais c'est une souffrance qui sera accompagnée d'un petit plaisir, le plaisir d'avoir été entendu au moins dans cette affaire. Parce que pourquoi vous dites jusqu'à présent, vos enfants, vos proches qui sont là-bas sont toujours vivants? Moi je ne voyage pas par le bateau, parce que j'ai peur de passer là où il est. Je ne peux plus voyager par le bateau. Je ne suis pas le seul. Tous ceux-là qui ont perdu des trucs chers ne peuvent pas, parce que je ne sais pas à quelle distance ce bateau-là va côtoyer le Joola. Et à l'idée seulement que je vais passer quelque part, je ne peux plus. C'est une souffrance que eux, ils ne souffrent pas, ils ne vivent pas. C'est moi qui le vis aujourd'hui. Moi, quand je dis moi, je parle des familles de victimes, parce qu'on discute. Nous avons de nouvelles familles maintenant. Ce drame nous a rapprochés, a créé de nouvelles relations, des familles, de nouvelles familles. Donc on discute de nos souffrances, même sur le plan sanitaire. Quelquefois, nous avons les mêmes mots. On se file le tuyau. Non, ça, il faut aller voir tel médecin, il sait comment traiter ça, parce que ça, c'est des trucs qui sont dus aux séquelles. À ce que nous avons encaissé, intériorisé, on n'a pas pu extérioriser. Ça, c'est les psychologues ou les neurologues qui nous parlent comme ça. C'est ça qui est en train de sortir. Donc, c'est la même maladie que nous vivons en ce moment. Donc, je crois qu'on a besoin d'être écouté. Je crois que c'est ça le besoin essentiel en ce moment des familles de victimes. Est-ce que Macky Sall a été attentif un peu à toutes ces revendications? À sa décharge.
Certains nous ont demandé d'aller le voir, c'est nous qui n'avons pas jugé. Qu'est-ce que vous attendez alors dans ce cas? Non, on a dit, puisqu'on a rencontré le Premier ministre, il y a des ministres qu'on n'a pas rencontrés encore même qui sont concernés par ce drame. Et nous, on ne veut pas directement aller voir le président de la République et être bloqué un peu quelque part. Il faut faire tout le processus et aller avec lui. On a été voir le Parlement, qui en fait, je vais les remercier ici, mes collègues députés, majorité et opposition confondues, qui nous ont bien reçus, bien écoutés. Je crois qu'ils sont en phase avec ce que nous faisons en ce moment. Nous voulons rencontrer encore le nouveau Premier ministre, nous allons rencontrer certaines personnalités politiques, et avant d'aller rencontrer le président de la République, pour prendre le pouls de chacun, pour essayer de partager ce que nous avons. Est-ce qu'on peut avoir un consensus de ce que nous posons comme problème? Parce que ce que nous avons comme revendication, ce n'est pas nous qui l'avons demandé. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question, la question de savoir, est-ce qu'une personne ose quand même vous dire publiquement non, nous ne sommes pas d'accord pour le renflouement du bateau? Oui. À savoir les autorités. Est-ce que vous pensez réellement qu'il peut y avoir des autorités qui osent vous dire ça droit dans les yeux, même si elles ne sont pas d'accord? Je pense qu'il y a des autorités quand même sénégalaises très indépendantes en fait, qui ne diront jamais non. Diront qu'ils n'ont pas de personnes là-dedans, mais qui voudront toujours, est-ce que tout le monde est d'accord? Je crois que c'est une façon de dire, attention, soyez prudents. Est-ce que tout le monde est d'accord? Et ça, moi, je ne le refuse pas. Mais quand même, qu'on pose le problème. Qui n'est pas d'accord? Pourquoi on n'est pas d'accord? Qui est d'accord? Parce qu'il ne peut pas avoir unanimité, consensus 100% autour d'un problème posé sur le plan national. Absolument. C'est pas possible. Mais il faudrait voir la majorité qui se dégage autour de ça et discuter encore avec les spécialistes, les vrais psychologues. Je ne dis pas les psychologues ou bien les sociologues, enfin, je ne sais pas comment les psychanalystes ou je ne sais pas quoi, politiques. Parce qu'on a connu. Mais il est vrai que moi, j'allais rencontrer à Fan. Parce que dans cette affaire, j'ai fait beaucoup de rencontres. Ceux qui ont écrit des livres, je vais les voir, j'ai fait la première lecture des livres. Ma curiosité, c'était de savoir comment les gens vivent ça, comment ils nous regardent. Comment ils sont en train de nous regarder, comment eux-mêmes sont en train de le vivre, parce que tout le monde en souffre. J'ai comme l'impression que j'ai rencontré des gens à un certain moment qui souffraient plus que moi. Absolument. Et qui n'avaient perdu personne directement dans le bateau. Donc ça m'a permis d'avoir une certaine idée et une certaine façon de voir l'affaire du Joola. Donc le président, certainement après cet anniversaire, parce que c'est la première année, il ne fallait pas tout charger. Il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de chantiers qu'il a trouvés. On a discuté entre nous, aucune pression. Parce qu'au moins Nassardine Aidara qui nous coordonne, lui n'est pas dans la politique. Absolument. Même si moi je suis connu dans la politique, donc je prends un peu de recul par rapport à ça pour ne pas trop faire semblant qu'il y a une même politique là-dedans. Mon parti n'a jamais eu droit à un exposé de ma part sur le Joola. Parce que je ne le mets pas dans la classe politique. Donc celui qui coordonne n'est pas dans la politique. Les autres, je crois qu'ils ne sont pas connus en politique aussi. Les Français ne sont pas dans la politique. Pourtant, on a une entente parfaite dans tout ce que nous faisons. Je rappelle juste aux téléspectateurs que vous êtes le maire de Dalifort, par ailleurs aussi membre du Parti Socialiste, président du collectif de coordination des familles des victimes du Joola. Mais est-ce que vous avez cherché un peu à savoir, parce que ça fait maintenant 11 ans que le bateau est dans l'eau, mais est-ce que maintenant c'est toujours possible de renflouer le bateau? Aujourd'hui, vous savez, ma grande satisfaction encore aujourd'hui, au moment où nous parlons, c'est que c'est le seul monsieur qui a fait des plongées pour donner des avis techniques en 2003 et en 2006, et aujourd'hui le ministre de la Pêche, des Affaires maritimes, qui est Ali Haïdar, à qui la présidence de la République en 2003 avait demandé de faire une plongée pour voir s'il était possible de renflouer le bateau. Il est sorti en disant oui. On l'a noyé, puisqu'en 2006, il y a une mission consignée par Abdoulaye Baldé, à l'époque secrétaire général de la présidence, et le ministre Tiboka, qui avait les affaires maritimes. Il a fait la plongée en demandant même de se faire accompagner par les familles de victimes. On a été, moi, je n'ai pas plongé. Les Français sont partis avec lui. Ils ont fait le bateau. Il est sorti avec les mêmes rapports encore. On peut le faire sortir. Il voulait vous faire plonger, vous? Oui, il voulait que si les familles voulaient partir. Je n'osais pas le faire, moi, personnellement. Ouais, j'étais jusqu'à Kafountine. On a amené 5 membres de l'association, l'accompagner jusqu'à Kafountine. Il a fait certains exercices avec certaines personnes. Mais on a eu des pressions sur place. La présidence a envoyé des gens qui mettaient la pression sur nous. Ils voulaient qu'on sorte avec les conclusions, comme quoi que ce n'est pas faisable. Les conclusions, c'est faisable encore. Donc aujourd'hui, je crois que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le consensus autour de ça. Est-ce que nous sommes prêts à le faire sortir? Et je crois que là, c'est vrai, je ne peux pas dire au nom de toutes les familles de victimes qu'on est d'accord. Il y a des familles qui ne sont pas d'accord. Mais les associations, il y en a 4 au total qui sont connues. Toutes ces associations qui représentent beaucoup de familles de victimes qui ont délibéré à nager sont pour le renflouement de ce bateau. Aucune association, que ce soit l'association nationale, les Français, le collectif et la famille Aidara, tout le monde est d'accord. Pour renflouer le bateau. Maintenant, si 1000 familles de victimes sont d'accord et que 50 ne sont pas d'accord, bon, je ne sais pas quelle est la décision qu'il faut prendre. Il
Faudrait-il suivre la volonté des 50 ou faudrait-il suivre la volonté des 1000? Bon, ça dépendra de et c'est sûr et certain que quand même renflouer ce bateau ne va pas réveiller d'autres souvenirs, un autre drame également. Il va réveiller un drame, ça c'est sûr. On va en souffrir, au moins pendant une semaine ou 2 semaines. Mais il va peut-être contribuer à fermer définitivement la plaie. Parce que là, on saura qu'au moins, un hommage a été rendu. Parce que le Titanic, on est en train de chercher des morceaux partout. On le sortira tôt ou tard. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Pourquoi ne pas le faire? Pour montrer aux gens, parce que j'ai dit aux gens, si le Joola n'a pas servi, c'est d'abord on a caché les cadavres. On a sorti les 300 qu'on avait retrouvés, ou les 500 qu'on a retrouvés parmi les 1963, c'était 537 je crois qu'on a retrouvés. On les a exposés et que les Sénégalais les voient, ça allait laisser quelque chose dans la mémoire des Sénégalais. On a caché le drame, on a caché le bateau même. Le Joola, c'est un nom, mais il n'a pas été plaqué sur la mémoire des Sénégalais. Et tant qu'on ne le fera pas, il ne servira à rien du tout. On aura perdu 2000 de nos compatriotes pour rien du tout parce que la conscience sénégalaise n'a rien retenu de ça. Mais est-ce que ce qui a fragilisé tout ça, est-ce que ce n'est pas un peu cette, on va dire, ce règlement à l'amiable que peut-être certaines associations voulaient un peu avec l'État, alors que, ou bien là où les familles des victimes françaises réclamaient ou continuent de réclamer vraiment un procès, voilà. Oui, là aussi vous avez vu, même la presse a été tombée dans le jeu de Wade. Quand les Français avaient porté plainte, on a dit oui, le colon. On a oublié qu'au Sénégal, le dossier a été classé sans suite. C'était au mois d'août 2003. C'est après ça que les Français ont dit, puisque le Sénégal ne veut pas juger, et qu'il y avait à peu près, je crois, 22 ou 32 victimes, si mes souvenirs sont, c'est 22 victimes françaises. Et ils ont saisi leur juridiction. Si le Sénégal avait accepté de juger, personne n'allait partir parce que les Français étaient là à suivre la justice. Les Sénégalais ne veulent pas. Mais ceux-là qui se respectent, qui ont un pays dans lequel l'autorité respecte le citoyen, ont posé le problème là-bas, une enquête a été ouverte, et ça a frustré les Sénégalais. Pourquoi? Comme si les gens n'ont pas le droit de dire le droit ailleurs, si le Sénégal refuse de le dire. Ils sont partis jusqu'à qualifier le juge d'Evry de petit juge. Oui, mais vous savez, c'est assez de petits Sénégalais qui le disaient. Mais je dis, moi, nous, famille de victimes, c'était notre fierté d'entendre que nos victimes, même si si on jetait 2000 poulets dans la mer, les écologistes allaient se battre au point qu'on allait ouvrir un procès. Vous êtes pour le procès? Moi, je suis pour le procès. Le procès, c'est juste pour... parce que quand on dit réconciliation, il faut des justices. On dit vérité, justice, réconciliation dans tous les pays. Quand un problème se pose, il faudrait au moins qu'il y ait justice quelque part. Nous, on ne demande pas procès pour aller tuer des gens, pour aller mettre des gens en prison, mais pour qu'on puisse dire exactement qu'est-ce qui s'est passé. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas accuser quelqu'un dans cette affaire. Mais vous êtes député, justement. Oui. Est-ce qu'allez-vous poser le problème à l'Assemblée nationale? Non, le problème... Allez-vous introduire une enquête parlementaire ou bien une question orale, une question écrite pour savoir un peu tout ce qui s'est passé? Non, on a fait mieux. On a fait mieux avec le Parlement, surtout avec le président du groupe Moustapha Diakhaté et le groupe Benno Bokk Yakaar, avec qui vraiment on a eu à travailler, et puis même une commission paritaire est mise en place pour essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc on est en train de travailler. On n'est pas à la fin du process. Il y a des choses sur le devoir de mémoire qui sont vraiment bien prises en compte en ce moment, mais un procès est en France en ce moment. Il est ouvert. Ce que nous avons demandé au Premier ministre. Même si au Sénégal on n'ouvre pas le procès, mais qu'on arrête de faire comme ce que Wade faisait, ça on l'a demandé au Premier ministre, M. Abdoul Mbaye, à son temps, que le Sénégal arrête d'interférer au niveau de la justice française. Qu'on laisse cette justice travailler, parce qu'on connaît le rôle que Chirac a joué là-dedans. Chirac et Wade ont voulu bloquer cette affaire en France. Vous avez des preuves de ce que vous dites? Oui, moi je le sais, Chirac n'a qu'à porter plainte contre moi, mais je sais de quoi je parle. Donc là, le président français, comme le président sénégalais, parce que c'était devenu une affaire France-Afrique. Donc c'était compliqué. Sarkozy, à un certain moment, lui, il est venu, il avait libéré complètement la chose. Après, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais je sais que Chirac, lui, n'en voulait pas. Donc voilà, France, ça va. À quel point, je ne sais pas. Au Sénégal, ici, on ne s'oppose pas à l'ouverture du procès. Mais il faudrait qu'on ait les éléments qui puissent arriver à ouvrir ce procès. Certains croient que la date de prescription est atteinte, il fallait 7 ans, d'autres disent c'est 3 ans, je ne sais même pas qui dit la vérité, il y en a qui disent c'est 10 ans, dans tous les cas on est à la 11e année. Mais les gens parlent de cas nouveaux. En cas de découverte de cas nouveaux, on peut ouvrir le dossier. Ça, c'est une affaire purement technique, je n'en sais rien du tout. Mais nous, tout ce que nous savons, il y a beaucoup de techniciens dans ce pays, c'est qu'on voudrait que ce procès soit ouvert. En tout cas, en France, le processus va continuer. Le seul hic là-bas, on dit que les Sénégalais ne peuvent pas se constituer.
partie civile. Mais vous allez continuer à vous battre quand même ici au Sénégal pour que ce procès soit, pour qu'on ouvre par exemple, ou qu'on rouvre ce projet. Ce procès, autant pour moi. On le soutient à 100%. La justice française a notre soutien en tant que famille de victimes. Nous avons été entendus dans à certains moments de l'enquête. Certains nous ont entendus. Nous avons donné, on était prêts à aller en France et on est prêts à aller pour témoigner encore. Il n'y a aucun problème pour ça. On soutient et nous le soutenons à 100%. On nous a parlé également d'une journée de souvenirs. Ce que nous voulons avec le Parlement, faire du 26 septembre une journée de souvenirs. C'est-à-dire que ce ne sera pas une journée fériée, ce sera une journée de souvenirs, qu'on dise que de façon, enfin par une loi, que le 26 septembre est une journée de souvenirs au Diola. Donc le 26 peut-être à 10h, à 5h du matin ou à un truc. À un certain moment, on demandera aux Sénégalais de prendre 1 minute peut-être ou 2 minutes de leur temps pour se souvenir un peu du Diola et continuer leur activité. Donc ça c'est d'entrer dans le cadre du devoir de mémoire en fait. Vous en êtes où avec le Parlement? Je crois que les dispositions, c'est de très bonnes dispositions. On a trouvé un très bon engagement de la part de ceux-là que nous avons rencontrés. Et je crois que les Sénégalais dans leur majorité, que ce soit les parlementaires ou d'autres, ne s'opposent pas à ça. C'est une idée qui est très bien accueillie. Et voilà, on attend. Vous savez, ça ne va pas très vite aussi. Et l'essentiel, c'est de savoir qu'on est en train de travailler autour de ça, autour de la question. Mais pourquoi ça ne va pas vite? Qu'est-ce qui bloque un peu? De quoi ce Parlement a peur? Non, le Parlement a été saisi quand? En réalité, on a commencé les discussions au mois de mai. Et le juin, c'est les vacances parlementaires. Donc vous voyez, il y avait beaucoup de choses en même temps, beaucoup de saisines. Donc je ne crois pas que ce soit une peur plutôt. Si ça ne dépendait que du Parlement, de trucs, je crois que ça allait partir très vite. Donc c'est plutôt un problème de calendrier. Et nous-mêmes aussi, la saisine a été un peu lente, parce qu'il y avait des préalables que nous, on réglait entre nous, certaines choses qu'on était en train de régler. Donc jusqu'au moment où on a décidé en fait maintenant de saisir le Parlement en fait. Mais justement, comment voyez-vous ce Parlement, cette 12e législature? Vous êtes membre, hein? Vous voyez comment cette 12e législature? Oui, bon, vous savez, elle a ses forces et ses faiblesses. Donc, ce qui la caractérise, enfin, ce qui caractérise cette législature, c'est que c'est un Parlement, en fait, une composition très, comment dire, colorée. Il n'y a pas une forte majorité comme quand du temps du Parti socialiste où c'est les socialistes qui étaient tous, les députés, si c'est 120, les 100 étaient des socialistes. Les sopistes, c'était ça aussi. Cette fois-ci, c'est un peu différent. Donc, les gens n'ont pas les mêmes backgrounds politiques, ne pensent pas peut-être la même façon politiquement, mais en fait ne perdent pas de vue aussi qu'il s'agit du Sénégal. Je crois que c'est ça l'essentiel aussi. On se comprend sur l'essentiel, que ce soit même avec l'opposition. C'est vrai, dans les plénières, quelquefois, il y a beaucoup de tiraillements, mais l'essentiel est que les choses se passent sans heurts, sans difficulté. Et un Parlement sans beaucoup de discussions, sans débat, sans heurts, sans tension, ne serait pas un bon Parlement. Pensez-vous également que ce Parlement ou cette législature est prisonnière, on va dire, est prisonnière des lobbies politiques? Non, mais un Parlement, c'est l'émanation de la volonté, enfin, des partis politiques. Parce qu'au Sénégal, ce sont ces partis qui constituent les listes électorales. Parce qu'on a l'impression que le législatif ne peut pas frustrer un peu l'exécutif. Surtout même, quand même, ceux qui appartiennent au parti présidentiel. Il n'a pas le droit de le frustrer. Il a le droit de faire son travail. Il n'a pas le droit de venir de façon volontaire dire que puisque je suis Parlement, je veux montrer que je suis Parlement, je les frustrerai. Je crois que c'est des choses qui arrivent, c'est des propositions de loi qui arrivent à l'Assemblée. Les gens en discutent librement en commission. Des groupes parlementaires aussi qui se forment un peu. Même c'est vrai qu'aussi au niveau d'une coalition, on n'est pas tout à fait d'accord, cela se répercute au Parlement. Est-ce que ça c'est normal? Non. Moi je n'ai pas senti ça dans le Parlement. Parce que là où nous travaillons sérieusement en commission, je crois que les gens sont libres. Les députés ne sont pas interrompus dans leur discussion. Souvent, il arrive que majorité et opposition s'entendent et votent dans le même sens. Comme il y a des moments où certains opposants, ou certains même de la majorité peuvent voter contre. Mais la majorité, on n'a jamais entendu qu'en commission, une loi a été rejetée. Mais il n'y a pas un sentiment de méfiance entre députés Réunis et députés, par exemple, ou les autres députés de Benno Bokk Yakaar, avec ce qui vient de se passer? Mais moi, par exemple, parce que quand Idriss Seck a décidé de claquer la porte. Mon meilleur ami dans le Parlement, il est du Réunis. Samba Bathily, nous partageons Pikine ensemble. Tout le monde le sait, dans le Parlement, tout le monde sait que c'est mon jumeau, c'est comme ça qu'on le dit. Nous partageons le même bureau à l'Assemblée. Il ne faut pas avoir de frustration entre lui et moi, il ne faut pas avoir de distance. Et vous ne pensez pas qu'il y aura des changements lors de la rentrée? Non, vous savez, le député est très libre. Même si les gens pensaient que c'est pas ça, à l'Assemblée, on ne se fait pas de cadeau. Quand on est en commission, on est en commission. Quand on est en plénière, on est en plénière. C'est vrai, quelquefois, on écoute les mots d'ordre des états-majors politiques.
Mais le plus souvent, c'est que le député, il vient individuellement pour prendre position en commission et dire ce qu'il pense réellement. Parce qu'il paraît que les députés de Rewmi seront exclus de la coalition Benno Bokk Yakaar lors de la prochaine. Ça, je n'en sais rien. En fait, lors de la rentrée prochaine. Parce que les coalitions, là, quoi qu'on dise, nous avons tous des mandataires, un seul mandataire, le chef de parti, en général dans la coalition. Le nôtre, c'est Ousmane Tanor Dieng. Alors, ce que je sais, c'est que le Parti socialiste est toujours dans le Benno Bokk Yakaar. Maintenant, j'avais appris que Rewmi n'est plus. Soit je l'ai appris par la presse, mais je n'ai pas rencontré encore mon ami Samba Bathily parce que j'étais hors du pays. Je viens d'arriver. Donc, il m'en dira peut-être beaucoup plus. Et puis voilà. Et ce n'est pas un échappatoire que vous êtes en train de trouver comme ça? Comment? Ce n'est pas un échappatoire que vous êtes en train de trouver comme ça? Non, moi non. La preuve depuis que je suis arrivé, je ne l'ai pas parlé encore. Et en général, on se parle tous les jours, 2-3 fois, et puis on va se parler. Mais depuis que vous êtes arrivé, non, vous ne voulez pas? Non, il y a Omar Sarr, je ne l'ai pas vu encore, avec qui j'ai de très bonnes relations. Donc à ce niveau, nos relations individuelles, comme j'ai de bonnes, très très bonnes relations avec mon ami Mourdiane Fada, on discute, on parle de tout. On n'a pas cette animosité. Mon ami, grand ami Souleymane Ndéné, avant qu'il démissionne, tout le temps j'étais avec lui à discuter, comme Abdoulaye Baldé. Nous ne sommes pas du même parti, mais on se respecte, on discute de beaucoup de choses. Et je crois que ça aussi, c'est le côté, l'autre versant sénégalais en fait qui est là. Maintenant, nos positions, en tout cas moi mes positions, je les défends. En tout cas, si Rewmi sort, on risque encore d'avoir un autre groupe parlementaire. Mais est-ce que cela ne risque pas de bloquer un peu les travaux au niveau de l'Assemblée? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça puisse bloquer. Bon, les députés Rewmi, je les connais. Les lois qu'on veut voter et que donc, peut-être vous, au niveau de la majorité, vous êtes d'accord, du côté de l'opposition n'est pas d'accord avec, si vous n'arrivez pas autant pour moi à atteindre le quorum, vous voyez ce que ça fait un peu? Oui, si on ne l'atteint pas, on n'a pas atteint. Moi, en tout cas, dans cette affaire, ça ne risque pas de bloquer un peu l'Assemblée? Ça dépendra de ce que c'est que ça. Si on n'atteint pas le quorum, c'est pas voté, c'est rejeté. La vie continue comme elle était. Si elle est acceptée, elle est acceptée. Mais je ne pense pas qu'on puisse en arriver là, parce que les députés aussi ont une très très grande responsabilité. Ils en sont conscients dans ce pays. Ils sont tous pour le bien-être des Sénégalais. Ils sont tous pour le développement du Sénégal, qu'ils soient de l'opposition ou qu'ils soient de la majorité. Donc maintenant, quand on est au pouvoir, on se défend. On défend son pouvoir. Quand on est opposant, on casse partout. Mais en réalité, quand il s'agit de choses vraiment trop sérieuses, on sent que tout le monde est sérieux dans ce qu'il fait. Parce que pour ne pas en arriver là, Serigne Mbacké demande à ce que Macky Sall, le président de la République, dissoute l'Assemblée nationale. Ça aussi, c'est une prérogative du président de la République. Moi, je n'aime pas parler des prérogatives du président parce que je ne vois pas ce qui peut le pousser aujourd'hui à dissoudre l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de blocage. Elle fonctionne bien l'Assemblée? En tout cas jusqu'aux vacances, parce qu'on doit ouvrir normalement le mois d'octobre. Même si on renouvelle le mandat du président chaque année? Oui, moi ça ne me dérange pas. Ça ne me gêne pas? C'est mon option à moi d'ailleurs. Moi je dis, là où je ne suis pas d'accord avec les gens, quelqu'un l'avait dit, un juriste le disait, je crois que c'était là, je ne sais pas. Oui. Et je le disais déjà dans moi avec mes camarades de parti. Il disait, le député il est élu pour 5 ans. Le bureau de l'Assemblée nationale est élu pour 1 an. On veut que le président, lui, soit élu pour 5 ans encore. Alors qu'il a un mandat de député de 5 ans déjà. Mais ce qui se faisait quand même par le passé. Oui, mais même ça se faisait. Est-ce que c'était normal? Parce que, hein? Est-ce que c'était normal? Donc vous trouvez que la loi Sada Ndiaye, c'était normal? À mon avis, si le bureau, parce que moi je dis tout le bureau doit avoir 5 ans, ou personne n'a 5 ans, pourquoi ça va être l'Assemblée, le président seulement? Les vice-présidents n'ont pas 5 ans, ils auront 1 an. Pourquoi? Nous sommes tous des députés, on est tous élus pour 5 ans. Personne n'a remis en cause nos mandats de 5 ans. Ce qu'on remet en cause, c'est le mandat du bureau que nous choisissons une fois installé. Le peuple, le mandat qu'il a donné, c'est que nous tous, y compris le président de la République, on a 5 ans. Le président de l'Assemblée nationale, nous sommes élus pour 5 ans. Ça, je crois que ce n'est pas remis en cause. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes du Parti socialiste que vous dites ça? Parce qu'on se souvient de cette guéguerre qu'il y avait entre vous aussi lors de la dernière présidentielle. N'oubliez pas que personne ne voulait se ranger derrière l'autre. Mais n'oubliez pas que cette loi Sada Ndiaye a été appliquée pour la première fois contre Habib Thiam. Après contre Daouda Sow. Oui. Donc pourquoi on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qui pousse le président de la République à demander à ce que ça revienne à 5 ans? Mais à l'époque, vos anciens camarades, ou vos camarades si vous voulez, parce que vous êtes toujours du Parti socialiste, ont vu que c'était pas bien. Raison pour laquelle ils sont revenus quand même à 5 ans. Oui, mais qui est revenu à 5 ans? C'est le Parti socialiste. Non, Watt est revenu à 5 ans. Après, il est parti, comme il a dissous le Sénat, il l'a ramené. Donc il faudrait qu'on se mette à la place de... Parce que Abdou Diouf, Abdoulaye Wade l'ont fait. Il faut qu'on se pose la question aussi, qu'est-ce qui peut pousser un président de la République à réduire le mandat d'un président de l'Assemblée nationale? Si ils sont tenus à le réduire très régulièrement, mais qu'on le laisse à 1 an, ça gêne quoi? Le président de l'Assemblée nationale, il gêne quoi à l'Assemblée? Il a une voix, au moins il vote comme tout le monde. Peut-être c'est la deuxième personnalité de l'État. Désigné par qui? Par le président de la République. Enfin, entre guillemets. Ah, mais justement, c'est ça. Mais le mandat que le peuple a donné, c'est de nommer un député pour 5 ans. À la seule différence, peut-être qu'il n'appartient pas au même parti.
Oui, mais justement, pour cette raison aussi, il ne peut pas avoir 5 ans. C'est un peu dangereux parce qu'en cas de vacances du pouvoir, automatiquement, c'est l'autre qui remplit. Mais pour cette raison, on doit concéder au président de la République qu'il ne donne pas 5 ans. Parce que s'il était de son parti, moi, je vais le soutenir pour qu'il ait ça. Mais même si c'était un socialiste qui était là, je dirais qu'il ne faut pas 5 ans. Parce qu'il ne faudrait pas qu'en cas de blocage, qu'on soit tenu à dissoudre l'Assemblée nationale parce que 2 hommes ne s'entendent pas. C'est pas bon. Et ça affaiblit les institutions. C'est là qu'on va affaiblir les institutions. C'est pas en disant que tel a été élu par ses pairs pour 1 an. Encore, juste une petite question concernant la coalition Benno Bokk Yakaar. Comment voyez-vous un peu cette coalition? Parce que pour beaucoup, cette coalition a déjà joué sa partition. Comme le dit l'autre là, comment s'appelle-t-il? Cheikh Tidiane Gadio, qui dit vraiment cette coalition a joué sa partition depuis le 25 mars 2012. Maintenant, c'est fini. Elle doit vraiment partir à la retraite, quoi. On doit vraiment la dissoudre. Voilà, c'est ça. Oui, enfin, ça c'est l'avis de mon ami Cheikh Tidiane que j'aime bien, mais je dis c'est pas mon avis. Je dis cette coalition en fait a comme chef le président de la République, oui, qui a besoin de cette coalition. Et sa vie dépendra de sa volonté en fait, en réalité. S'il n'en veut pas aujourd'hui, s'il pense, lui qui est au sommet de l'État, pense que cette coalition a fait sa vie, il prendra la décision de finir avec et personne n'en parlera. Mais s'il pense qu'il a besoin de cette coalition pour les intérêts du Sénégal, moi je crois que ça doit rester. Car lui-même a besoin d'un certain équilibre pour faire face à tous ces affronts auxquels nous faisons face en fait. Mais qui gagnerait entre le président de la République ou les leaders quand même de cette coalition si jamais cette coalition continue? C'est le président de la République qui gagne. Vous savez, quand on est dans une coalition, on perd. Absolument. Nous perdons. Et vous imaginez une élection sans le Parti socialiste? Non, mais on ira aux élections, ça c'est sûr. Il n'y aura aucune élection au Sénat, ça je veux vous rassurer, lesquelles vous ne verrez pas le Parti socialiste. Donc, mais quand on est dans cette coalition, on va avec, contrairement à ce que les gens pensent, c'est celui qui est dans la coalition qui perd en fait. Parce que quand c'est des bonnes choses, c'est pour le patron de la coalition, c'est-à-dire le président de la République. Quand c'est mauvais, on dit non, c'est ceux qui l'accompagnent qu'il ne faut pas appliquer la politique comme on le dit. Absolument. Le yon côté, c'est pas pour tout le monde. Il faut éviter quand même le syndrome landing Savané. Vous n'allez pas tomber dans ce piège. Non, nous on est assez fort comme parti, comme force politique quand même. Mais si vous accompagnez Macky Sall jusqu'en 2017, forcément, vous serez atteint. Non, c'est pas Macky qu'on accompagne. Macky a besoin de ça pour le Sénégal. Nous travaillons pour le Sénégal. Si Macky pense que c'est fini, vraiment moi je vais m'alarmer pour ça et je travaillerai encore beaucoup plus dur encore que j'ai eu à le faire. Mais jusqu'à maintenant, moi personnellement, Idrissa Diallo, je pense que le Sénégal a besoin de cette coalition pour dépasser les zones de turbulence. Donc vous allez rester avec le président jusqu'à quand? Non, la décision ne me revient pas moi. Moi, je suis dans une coalition. On a un mandataire en tant que Parti socialiste qui s'appelle Ousmane Tanor Dieng, qui apprécie, qui l'amènera au bureau politique, au comité central, parce que pour aller dans cette coalition, les instances du parti ont été saisies. Vous êtes au parti comité central aussi. Oui, le comité central s'est prononcé, le bureau politique, et l'avis du patron du... Mais vous l'avez vous-même dit, impensable également qu'on aille dans une élection, ou à une élection, autant pour moi, au Sénégal, sans le Parti socialiste. Cela ne s'est jamais passé. Ah oui, non, ça c'est impensable. C'est sûr et certain que nous irons soit dans une coalition ou tout seul, parce qu'on peut le faire, au local. Nous irons au présidentiel, ça le Parti socialiste aura son candidat, ça moi je vous le dis, même si les instances ne l'ont pas dit, parce que moi je m'imagine mal être dans le Parti socialiste qui n'aura pas de candidat au présidentiel. Ça, nous, on ne fait pas de la fine bouche là-dessus. C'est-à-dire, on est là, le premier parti de ce pays qui a eu à gérer. Mais il est impensable qu'on dise qu'on va élire un président de la République, même si on va avoir 0%, on est tenu d'être présent à ce. Voilà ce qui explique un peu cette tournée de remobilisation que votre secrétaire général est en train de faire. Il a commencé samedi dernier, un peu également plus tôt aussi dans les autres localités, à remobiliser un peu les militants pour leur dire, en fait, il faut se préparer pour les prochaines élections. Je crois que ça, pour celui qui suit un peu les activités du secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, il l'a toujours fait. Cette année, à un certain moment, il n'a pas pu. Il a voulu que les autres sortent. Le bureau politique, on a pris des équipes, on a divisé le pays en plusieurs zones. Il y en a qui ont pris le nord, le centre, d'autres sont partis au sud, ainsi de suite. Lui n'était pas dans ces tournées. Aujourd'hui, il a commencé une tournée dans la région de Dakar. Il est passé à Dalifort. Il est passé le week-end dernier à Grand Dakar, chez mon ami Jean-Baptiste, où ça a été vraiment une véritable démonstration de force aussi. Et c'est à son habitude, Dalifort, comme il le dit lui-même, après Ndiéniène, c'est Dalifort qu'il a le plus visité. Donc c'est pour dire qu'il a l'habitude de venir dans c'est pas gratuit, tout le monde sait qu'en fait ces déplacements ne sont pas gratuits aussi. Il ne se déplace pas comme ça pour aller se promener, non. Ah, mais c'est politique.
Il fait la revue des troupes, il prend le pouls de son parti. Donc il essaie de voir, il essaie de nous rencontrer. Vous êtes en train de vous préparer. Non, il nous encourage. Parce que le voir dans nos contrées, ça nous fait plaisir, ça nous donne beaucoup plus de courage encore. C'est comme si on est dopé. Et c'est normal. Il ne peut pas laisser le parti comme ça. Il va le faire et d'autres le feront aussi. Ça n'a rien à voir avec vraiment toutes ces supputations que l'on entend un peu, ces voix qu'on entend. En tout cas, moi, en ce qui me concerne. Ousmane Tanor Dieng doit lâcher le parti parce que c'est lui, à cause de lui, que le Parti socialiste en est là aujourd'hui. Non, mais vous savez, ça c'est des discours. Dans un parti comme le Parti socialiste, c'est un parti de masse. C'est un très grand parti en fait, qu'on le veuille ou non, c'est un grand parti. C'est normal qu'on entende des sons de cloche par là, ainsi de suite par-ci. Mais les instances du parti ne sont pas prononcées, qui sont seules habilitées à décider de ça. Et nous sommes un parti démocratique en fait. Mais quiconque le dit automatiquement, vous le chassez dehors. Hein? Qui l'a dit, on l'a chassé. Malick Noël Seck a demandé à ce que Ousmane Tanor ne soit plus président. Il n'a pas été chassé pour ça, il nous a insultés. Il nous a insultés? Oui, quand il a parlé de droit de puissage dans le bureau politique, c'est ça qu'il a fait partir, pas le fait qu'il ait demandé. C'est pas le seul. Il y en a d'autres qui l'ont demandé, ils sont dans le parti. Mais les Youssouf Mbow, tout ça, ils ont dit plus ou moins la même chose. Vous les avez amenés en commission de discipline. Non, Youssouf Mbow n'a pas dit la même chose. Youssouf Mbow s'est expliqué. Ce qu'il a dit, c'est pas ça en fait. Une commission l'a entendu, on a tiré cette affaire au clair. À ce qu'Ousmane Tanor Dieng s'en aille. Et c'est passé. Youssouf Mbow, il aurait dit que Ousmane Tanor Dieng parte ou un autre parti, on ne va pas l'envoyer pour ça quand même. Il n'a pas insulté. Il n'a fait qu'émettre son opinion. Comme d'autres, on dit il ne faut pas que Ousmane Tanor Dieng quitte. Vous avez entendu ce week-end à Grand Écart? Les jeunes disent que non, il faudrait que Ousmane... Pourquoi on ne parle pas de ça? Et chaque fois qu'on parle de son départ, on en parle. Et quand on parle de son maintien, on n'en parle pas. Mais c'est parce que aussi les statistiques ne lui sont pas favorables. Oui, mais d'accord. Mais ça, c'est le parti qui va le gérer. Les statistiques, à quel niveau? Au niveau présidentiel? Présidentiel, si vous voulez, 96, automatiquement le parti a commencé à chuter. En 2000, c'était le cabinet d'Abdou Diouf. Il perd les élections. En 2007, il se représente. En 2012, il se représente également. Non, la première élection de Ousmane Tanor Dieng, c'est 2007. Mais en 2000, c'était le dossier de cabinet. C'était Diouf qui était candidat quand même. Donc il hérite de combien de pourcents? Comment? Ousmane Tanor Dieng, il avait combien avec lui en 2000, si vous voulez? En 2000. Diouf lui laisse un parti avec combien? Plus de 40%. Vous savez, le pouvoir, Wade est parti avec 36%. Aujourd'hui, Tessé Wade, s'il peut avoir 15% ou 10%. Mais ils ont plus que Diouf, ils ont plus que Tanor. Tanor en 2007, il avait mais Wade avait le pouvoir. Quand on a le pouvoir, on a au moins 20% de l'électorat qui est là. Tanor n'est pas responsable alors de tout ça? À mon avis, il a tenu le parti. Il a tenu le parti parce que depuis 2007, moi, j'ai plus entendu parler de départ vraiment sérieux dans le Parti socialiste. Le parti est en train de se refaire, il est en train de se reconstruire. Il attire toute la jeunesse en ce moment. Les cadres sont en train de venir à grands pas au Parti socialiste. C'est de l'attraction. Et ça, c'est à son actif aussi, quoi qu'on dise. Maintenant que les gens trouvent qu'ils doivent partir et tout, ils sont libres. Parce que c'est des militants aussi, ils ont leur... Parce qu'ils disent qu'actuellement, la seule personne qui peut sauver le Parti socialiste, c'est Khalifa Sall. Hein? Oui, mais Khalifa, c'est un grand responsable. Respecté, que moi je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, qui a ses ambitions, comme d'autres encore ont leurs ambitions. Il ferait le meilleur candidat? Mais est-ce que c'est dans la presse ou en dehors des instances régulières du parti que ça va se régler, ou c'est à l'intérieur du parti? Ce que les autres pensent, parce que vous avez cité Youssouf Mbow et Malick Noël, peut-être qu'ils sont 5 ou 6 à émettre leur avis sur 450 ou 600 cartes qui sont vendues militants, 600 000. Si 4 ou 5 émettent leur avis, ils ne sont pas responsables de coordination, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ces instances dont on parle, c'est-à-dire gérer un département ou une ville ou une coordination à ce niveau pour qu'on dise même que telle coordination est en train de dire ça. Non. Hier, j'ai entendu samedi une coordination, enfin des jeunes d'une coordination dire qu'il faut que Ousmane Tanor Dieng reste encore à la tête du parti. Mais moi, je dis, je refuse de poser ce débat-là sur la place publique. Je dis que c'est le Parti socialiste lui-même, bien organisé, bien structuré, qui a ses instances pour le faire, qui le fera au moment venu. Et ne le fera pas sous pression de qui que ce soit. Nous ferons appel également au porte-parole du Parti socialiste. Mais juste pour terminer, parce que le temps qui nous est imparti est totalement terminé, vous serez candidat pour les prochaines élections locales? Je ne peux pas le dire maintenant, à mon avis c'est prématuré. Je me prépare pour ça en tout cas. Qui sera candidat? Parce que je serai dans une coalition. Une coalition que nous, on va diriger. C'est vrai qu'il y a également des responsables de la BER qui vous tiennent tête, qui commencent déjà à se parce qu'ils disent vraiment c'est d'abord la localité avant la coalition. Oui, de toute façon, moi, j'ai jamais pensé aller avec la BER. Ça, moi, je l'ai dit depuis un peu longtemps. Non, pourquoi? Non, parce qu'ils ne veulent pas. Et moi, je ne suis pas à une position où je dois courir derrière quelqu'un. Je crois à ma force. Je crois à la force de mon parti nouveau local. Vous pensez je crois à ce que moi je peux faire. Le bilan est positif? Je le pense réellement. Mais ce sera aux gens de Dalifort de le dire le jour des élections. Donc je ne pense pas que je puisse être à la remorque de quelqu'un. Je suis trop lourd pour qu'on me remorque moi. Alors si je ne peux pas remorquer des gens qui veulent aller, moi je partirai tout seul avec d'autres personnes qui croient à ce que nous sommes en train de faire, aller aux élections. Mais qui va être candidat et tout ça, laissons la primauté à ceux-là avec qui je vais travailler dans ce sens. Et j'ai commencé à le faire. Et, en tout cas,
j'ai un mandat que je vais terminer au mois de mars et souhaitons que les Daliforois l'apprécient comme moi je suis en train de l'apprécier, c'est-à-dire dire qu'il a été positif globalement. Idriss Diallo, je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle juste que vous êtes le président du collectif de coordination des familles des victimes du Diola. Vous êtes aussi député à l'Assemblée nationale, vous êtes le maire de Dalifort et nous vous souhaitons aussi beaucoup de courage parce que vous avez perdu également 3 enfants dans ce naufrage, dans ce drame du Diola. 1863 morts selon l'État, on va dire, d'alors, en fait, Idriss Seck qui avait donné ce chiffre à l'Assemblée nationale quand il faisait sa déclaration de politique générale. Vous avez recensé quelque chose comme 1953 morts et les ONG disent plus de 2000 morts. Quel que soit Alpha, en tout cas, on sait qu'il y a eu plus de 1000 morts dans ce drame. Ce drame qui, vraiment, il faudrait, comme on dit assez souvent, plus jamais ça. Merci à vous infiniment, Idriss Diallo. Beaucoup de courage à vous, beaucoup de courage également aux familles des victimes du naufrage du bateau le Diola. Merci, c'était voilà tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui dans cette émission de Par Conviction. Comprenez cette émission aujourd'hui, le 11e anniversaire du naufrage du drame du bateau le Diola. Passez une très belle soirée sur la 2STV.